avec le mercato du PSG cet été, tu as quand même une belle problématique qui se pose. C'est que, a priori, tu changes pas une équipe qui gagne. Et là, bon, la saison dernière, quand même, le PSG a à peu près tout raflé. Ils ont une super dynamique d'équipe, ils ont une super cohésion d'équipe. Voilà, il y a tout qui roule. Donc, pourquoi tu voudrais changer ça au risque de faire moins bien que l'année d'avant? Bon, c'est un peu le problème. Et en même temps, forcément, tu as une avance un peu sur les autres équipes européennes, en tout cas sur la saison dernière. Il faut que tu continues un peu à travailler sur le mercato pour renforcer un peu ton effectif, pour travailler les quelques points faibles que tu as pu observer, notamment la profondeur de banc, pour pas perdre cet avantage. Je trouve que cet été, vraiment, le mercato du PSG, il est assez unique en ce sens-là, parce que comparé aux précédentes où vraiment fallait toujours se renforcer, fallait toujours faire mieux, ou alors fallait chercher des jeunes talents, faire un peu différemment, changer de projet, là vraiment, tu as un projet qui fonctionne, et il faut essayer de l'améliorer du mieux possible sans casser la cohésion d'équipe et casser la dynamique surtout. Bon, salut les gars, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on fait un petit point sur le mercato du PSG, on va essayer de voir, surtout en fonction un peu de tout ce qui a été dit dans la presse, des rumeurs, des arrivées, des départs, un peu comment l'effectif pour la saison prochaine pourrait se construire, comment ça pourrait solutionner les quelques problématiques qu'on a eues la saison dernière, surtout en fin de saison, puis surtout comment réussir à conserver cette dynamique qu'on a eue la saison dernière. Donc finalement, c'est un mercato qui s'annonce a priori assez calme, mais en fait qui va être très important. Bon j'espère que vous êtes confortablement installés au coin du foot, on y va, allez c'est parti. Bon, déjà les gars, un petit message de remerciement pour votre soutien sur les dernières vidéos, vraiment ça m'aide beaucoup et puis ça me donne de la force. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous kiffez les vidéos au coin du foot et que surtout vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Merci. Bon déjà la première chose qu'on peut dire avec le PSG, c'est que les points forts et les points faibles de l'équipe, ils ont été assez bien identifiés. Bon en termes de points forts, on va pas faire la liste, hein, ça va être assez long, mais globalement voilà, c'est l'équipe qui a été la plus performante la saison dernière, en termes de qualité de jeu, en termes de pressing, en termes d'animation, vraiment il y avait tout ce qu'il fallait, c'était assez impressionnant. Luis Enrique il a vraiment réussi à développer le plan de jeu qu'il voulait et surtout à amener les joueurs à faire ce qu'ils voulaient. Mais il y a quand même un gros point faible qui est ressorti de tout ça, finalement c'est la profondeur de banc, parce que Luis Enrique il avait expliqué en début de saison que vraiment son objectif c'était d'avoir quasiment 2 équipes de titulaires potentiels. Bon je sais plus, il parlait de 16 ou 19 joueurs, je sais plus exactement. Bon, la réalité, c'est qu'au final, on en a eu 12, voilà, avec Barcola qui rentrait à la place de Gvara régulièrement, ou de Désiré Doué. Mais sur la fin de saison, vraiment, il y avait un 11 titulaire, et puis les autres derrière ne servaient pas à grand-chose, entre guillemets, parce qu'ils servaient aussi à faire souffler sur la Ligue 1. Globalement, sur la Ligue des Champions, il y a eu tout le temps la même équipe, sur les phases d'élimination directe. Et puis, c'était l'équipe un peu bis qui tournait en Ligue 1. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus, parce que on l'a vu notamment à la Coupe du Monde des clubs, face à Chelsea en finale, ça s'est vraiment ressenti. Globalement, bon, il y avait eu Pacho qui était suspendu, Hernandez aussi, et Beraldo titulaire, clairement ça l'a pas fait. Hein. On a vu déjà d'un point de vue physique, l'équipe était vachement émoussée, était très fatiguée. Et puis sur les potentiels remplaçants qui sont rentrés, Beraldo c'est vraiment celui qui a le plus mis la lumière un peu sur ce problème-là. Clairement, il y avait vraiment un manque là-dessus et on sent que le niveau baisse énormément quand tu fais rentrer des joueurs comme ça, quoi. Bon, si on parle départ, déjà le premier gros objectif là, du PSG sur le mercato, ça va être de dégraisser. Parce que voilà, ils ont changé un peu de politique au niveau des salaires depuis quelques temps. Les joueurs qui arrivent sont pas du tout sur la même grille tarifaire que les joueurs qui sont arrivés il y a quelques années. On pense notamment à Skriniar, voilà, qui est arrivé, qui est clairement, je crois qu'il est le 3e salaire du club avec 16 millions. Donc voilà, c'est trop. Il y a des joueurs comme Skriniar, justement, comme Asensio, qui doivent partir parce qu'ils rentrent pas dans les plans de l'entraîneur. Et puis surtout, ils ont des salaires qui sont démesurés. Donc l'idée, c'est de pouvoir les extraire, de leur trouver une porte de sortie pour libérer la masse salariale, pour avoir potentiellement des options plus intéressantes pour faire venir d'autres joueurs. Et puis surtout, de libérer une place parce que effectivement, c'est pas des joueurs qui ont réussi à s'imposer dans la rotation dans ce plan de jeu que propose Luis Enrique, et donc il va falloir renouveler un peu l'effectif à ce niveau-là, quoi. Donc là, tu as des gros départs qui sont prévus. Skriniar, a priori, c'est fait pour le Feder, donc il va partir au Fenerbahçe, ça c'est une très bonne nouvelle. Tu lui as trouvé une porte de sortie. Asensio, c'est encore en discussion avec le Fenerbahçe aussi. Il y a aussi des discussions pour le Milan AC, tu devrais pouvoir lui trouver aussi une porte de sortie. Le joueur qui est pour moi peut-être le plus intéressant, ça va être Kolo Muani, parce que Kolo Muani, il a quand même pas mal réussi à se retaper du côté de la Juve, il a mis une dizaine de buts là, sur la deuxième partie de saison. Il a vraiment trouvé sa place, et donc il a repris un peu une cote sur le marché des transferts. Tu pourrais potentiellement en tirer 40-45 millions d'euros. Donc ouais, ça fait quand même un gros transfert et ça t'apporte, ça te libère aussi de la masse salariale. Et ouais, ça te fait un transfert qui pourrait être assez intéressant. Donc ouais, Kolo Muani, c'est à suivre, mais je pense qu'il ne devrait pas être trop dur à extraire.
tu devrais pouvoir lui trouver un nouveau club assez facilement. En tout cas, il y a des prétendants. Et donc, c'est potentiellement la sortie qui va être la plus intéressante d'un point de vue financier. Bon, après, il y a des joueurs qui vont être très très difficiles à sortir, hein. Là, je pense à Renato Sanchez, qui est blessé globalement depuis je ne sais pas combien d'années. Lui, c'est très très compliqué parce qu'en fait, il a plus trop de codes sur le marché parce que qui va prendre un joueur qui se blesse tout le temps? Ça, j'avoue que je sais pas. Donc, ouais, lui, c'est un peu l'interrogation. Tu sais pas quoi faire de ce joueur-là. S'ils arrivent peut-être à le prêter, ça peut être intéressant, mais je sais pas si vraiment ils réussiront à le transférer définitivement. Je pense qu'il va aller au bout de son contrat. Bon, maintenant, tu as d'autres tours de prêt aussi qui rentrent pas du tout dans les plans de jeu du coach. Moscardo, bon, je pense que lui, c'était un coup d'épée dans l'eau, c'était un pari, hein, mais ça a pas pris. Du côté de Reims, il n'a pas du tout joué, il n'a pas le niveau a priori. En tout cas, pour le moment, il n'a pas du tout eu le développement qui était attendu. Donc, il va falloir pareil lui trouver une porte de sortie. Il y a Carlos Soler aussi. Soler, lui, c'est pareil, il va falloir l'extraire de là. Et puis c'est encore un joueur qui était venu au moment où il y avait une politique des salaires qui était différente. Donc ouais, c'est des joueurs comme ça qu'il faudra sortir, comme Nordi Mukiele. C'est la même chose, c'est pas du tout le profil qui est recherché par Luis Enrique. Il y a quand même très peu de chances qu'il joue. Faudra voir, c'est pareil, c'est des joueurs qui ont quand même des petites cotes sur le marché des transferts, mais qui ont des très gros salaires. Donc c'est toujours très compliqué de sortir ce genre de joueurs parce que les clubs en face peuvent pas se positionner sur ces salaires-là. Et donc eux, ils n'ont pas envie forcément de faire une remise un peu sur leur salaire. Donc c'est toujours très compliqué. Ça se termine souvent en un prêt avec participation sur le salaire de la part du PSG. Mais bon, c'est pas idéal, mais en tout cas, c'est une moindre solution si jamais tu n'arrives pas à le sortir définitivement. Et puis, tu as le cas de la défense. Alors là, le cas de la défense, bon, ça va être le gros sujet de toute façon, que ce soit sur la question des départs comme sur la question des arrivées. Mais il y a quand même 2 joueurs qui étaient dans la rotation cette année, qui devraient, en tout cas, qui sont un peu en discussion pour partir. La première, c'est Beraldo. Bon, Beraldo, moi, je vois pas comment il pourrait rester. Parce que franchement, bon, sur les entrées qu'il a fait, c'était quand même rarement incroyable. C'était souvent très aléatoire. Et puis, on l'a vu même, voilà, c'est contre Chelsea, vraiment, comment dire? Ouais, contre Chelsea, vraiment, c'était une masterclass, mais dans le mauvais sens du terme. On a vu Marquinhos qui s'excitait à chaque fois sur les placements, sur les duels. Enfin, il est toujours en retard. Défensivement, c'est vraiment pas une garantie. Il avait même galéré cette saison contre Montpellier, je crois. Donc ouais, il va falloir lui trouver une porte de sortie parce que tu peux pas avoir en tant que remplaçant d'une charnière Pacho, Marquinhos, qui est quand même censé t'amener vers potentiellement le titre de Ligue des Champions encore. Si jamais il y a un pépin, il faut que tu aies un joueur qui potentiellement puisse un peu reprendre la place et avoir un niveau quasiment similaire. Et Beraldo, malheureusement, il ne monte pas à ce niveau-là. Donc, et d'ailleurs, l'équipe a priori annoncé quand même qu'il souhaitait aussi partir. Parce que je pense qu'il se rend compte qu'il n'aura pas assez de temps de jeu et qu'il y a quand même une compétition internationale qui arrive l'an prochain. Donc voilà, Beraldo, je pense que je ne vois pas comment il peut rester à la fin de l'été là. Et puis l'autre joueur qui est problématique, c'est Lucas Hernandez, parce que Lucas Hernandez, alors cette saison, moi j'ai trouvé que c'était un peu particulier, parce que évidemment c'est un des plus gros salaires du club, donc ça c'est déjà, bon, c'est un vrai point négatif pour lui, mais en plus il revenait des croisés, donc forcément il y a eu un temps de réadaptation. Il a raté quasiment la moitié de la saison. Quand il est revenu, l'équipe tournait bien. Donc lui, de toute façon, il n'y a aucun moyen qu'il puisse passer devant Nuno Mendes ou alors devant Pacho, parce que c'était un peu les 2 postes sur lesquels il pouvait évoluer. Donc voilà, il a pris un peu des miettes, il a fait des remplacements, il a fait de la rotation notamment en Ligue 1 quand le PSG est vraiment allé au bout en Ligue des Champions. Maintenant, ça fait quand même un joueur d'expérience. Bon, faut voir si sur la saison prochaine, il peut reprendre un niveau intéressant, hein, parce que bon, quand tu t'es fait les croisés, on sait que globalement, tu mets à peu près 2 ans pour récupérer totalement en termes de niveau. Si tu es absent 9 mois, tu as la récupération, plus après, tu as au minimum 9-10 mois pour jouer et retrouver ton niveau, même en étant titulaire, quoi. Faut voir. En tout cas, en remplaçant, bon, ça te fait quand même un joueur avec une forte expérience pour la Ligue des Champions, pour la Ligue 1. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Puis de toute façon, il y a quand même une vraie problématique avec le PSG, c'est que, bon, normalement, tu es à peu près la meilleure équipe d'Europe. La défense, elle est monstrueuse. Hakimi, Nuno Mendes, ils ont fait une saison incroyable. Potentiellement, ils vont être très très bien placés au Ballon d'Or. Pacho, Marquinhos, c'est une charnière qui tourne super bien. Donc en fait, si tu recrutes des joueurs, c'est compliqué parce que c'est des joueurs qui vont forcément être remplaçants, qui vont, oui, forcément avoir un peu de temps de jeu parce qu'il y a beaucoup de matchs dans une saison pour le PSG, mais qui seront jamais complètement titulaires. Donc tu peux pas prendre un joueur vraiment très expérimenté parce que il voudra pas, il a plus l'âge pour être remplaçant. Du coup, tu prends forcément un joueur jeune, potentiellement talentueux que tu peux faire monter, mais du coup, tu n'as pas forcément la garantie du niveau de jeu et de l'expérience d'un joueur plus âgé. Donc, tu es un peu dans l'entre-deux là-dessus.
Et c'est un peu leur problématique, c'est que ils ont une équipe titulaire qui est trop forte en fait. De toute façon, Luis Enrique il a annoncé qu'il voudrait pas prendre de remplaçants pour Hakimi et Nuno Mendes cette saison. Bon, ça se comprend, hein, c'est par rapport à la problématique que j'ai énoncée, moi je pense. Mais maintenant, tu as quand même un petit problème avec Hakimi, c'est que il va faire la CAN. Donc pendant la CAN, tu vas pas avoir de latéral droit vraiment de métier. Tu vas avoir Zaïre Emery et Joao Neves, a priori, qui vont reprendre ce rôle-là pendant sa période d'absence. Mais est-ce que c'est idéal, surtout pour un club comme le PSG, de ne pas avoir un deuxième latéral droit vraiment de métier qui est à un suffisamment bon niveau? Il faut voir. Après, peut-être qu'il fera monter des jeunes et qu'il donnera un peu plus de temps de jeu aux jeunes là-dessus. Mais c'est un vrai pari. Bon, maintenant, sur la charnière centrale, Pacho Marquinhos, c'est vraiment la charnière qui a surperformé sur la saison dernière. C'est la charnière que tu vas reconduire. Marquinhos, il est bientôt en fin de cycle au PSG. Voilà, il va rester encore cette saison, peut-être 2 saisons ou 3 maximum, je pense. Mais globalement, on est un peu sur la fin. Pacho, lui, il est encore vachement jeune, donc il va rester sur encore a priori de nombreuses saisons au PSG. Donc là, il faut que tu trouves une charnière avec 2 défenseurs qui vont être remplaçants, mais potentiellement l'un des 2 que tu vas faire monter dès la saison prochaine. Donc là, côté droit, derrière Marquinhos, ça va être Zamarni. Hein. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. C'est encore en discussion, mais il y a de fortes chances quand même pour que ça se fasse. Ça fait plusieurs semaines, quelques mois même que c'est en discussion. Ça n'avait pas pu se faire juste avant la Coupe du Monde des clubs, donc le PSG prend un peu plus son temps, je pense. Question de transfert évidemment, hein, mais ça devrait se faire autour de 60 millions. Mais Zabarni, c'est une vraie bonne pioche. Enfin, franchement, sa charnière là avec Huysen sur la saison dernière à Bournemouth, c'était vraiment d'un très très haut niveau. Huysen avait peut-être un peu plus de qualité balle au pied, notamment dans la relance, mais clairement Zabarni, il n'a pas à rougir. Hein. Enfin, là-dessus, il a un très très bon niveau. C'est juste qu'il paraissait un peu plus physique, il était un peu plus sur la couverture et le jeu physique que Huysen. Mais honnêtement, c'est un super joueur, c'est un joueur qui a du ballon, c'est un joueur qui peut vraiment rentrer dans les plans de Luis Enrique parfaitement. Je pense que c'est vraiment la vraie bonne pioche. Et c'est intéressant parce qu'il va arriver, oui, en doublure de Marquinhos, mais il est quand même assez jeune. Il sait que globalement, il va pouvoir prendre la place de Marquis derrière là, dans les prochaines saisons. Ouais, je pense que c'est vraiment le vrai bon coup pour avoir déjà le backup de Marquinhos quand il va partir du PSG. Quoi. Maintenant, c'est le rôle du remplaçant derrière Pacho. Qui tu peux avoir? Bon, tu as potentiellement Hernandez, mais pour moi, l'idée, ce serait quand même d'avoir quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs noms qui ont circulé, il y a notamment Konaté qui a circulé, mais alors là, vraiment, je trouve que c'est n'importe quoi. Je pense que c'était juste une manière aussi de renégocier son contrat avec Liverpool, mais Konaté au PSG, ça n'a aucun sens. Il est en pleine possession de ses moyens à Liverpool, il est titulaire à Liverpool, il est beaucoup trop cher. Il arriverait en tant que remplaçant alors qu'il est titulaire à Liverpool, il n'y a aucun sens pour lui. Donc évidemment qu'il ne va pas venir. Donc voilà, il y a eu d'autres rumeurs, mais ce que je trouve intéressant, moi, en termes de profil de joueur, ça serait Youssouf Aksisek, voilà, qui est au Fenerbahçe. On a déjà annoncé potentiellement qu'il était un peu dans les tablettes du PSG. Et je trouve que notamment ça fait sens parce qu'ils ont échangé avec le club pour Skriniar et pour Asensio. Donc je pense que les négociations sont un peu en cours et que potentiellement c'est un joueur qui pourrait arriver. Et lui, c'est très intéressant parce qu'il est jeune, il a 19 ans je crois. Il a voilà, pas mal de qualités, il a un bon potentiel, il a une bonne qualité aussi de relance. Et puis, c'est un joueur que tu peux faire progresser. Je pense qu'il n'aurait pas peur d'être derrière Pacho. Donc, c'est intéressant d'avoir un remplaçant comme ça qui peut accepter surtout d'être remplaçant. Donc, ouais, moi, un profil comme ça, je pense que ça serait vraiment un peu la bonne pioche. J'ai commencé par la défense parce que pour moi, c'est vraiment le gros chantier de ce mercato. Il faut vraiment avoir de quoi se baquer sur la saison et avoir des remplaçants dignes de ce nom qui puissent rentrer dans la rotation et faire souffler un peu ces titulaires qui ont fait une super saison l'année dernière. Mais avant la défense, il y a quand même le poste de gardien. Et là, ouais, il y a un vrai sujet en ce moment. Voilà, c'est Donnarumma contre Chevalier. Ça, c'est assez fou, je trouve, parce que tu es dans une situation assez improbable, parce que Donnarumma, il sort d'une saison monstrueuse. Il va sûrement avoir le trophée Yashin. Donc, ouais, tu es sur le meilleur gardien de la saison. Il a fait une saison en Ligue des Champions, notamment, qui a été monstrueuse, parce qu'en Ligue 1, c'était pas forcément aussi bien, je trouve. Mais voilà, il sort d'une saison incroyable. Ça fait des saisons et des saisons que tu attends qu'il soit à ce niveau-là. Il a enfin été à ce niveau-là. Et le jour où il est à ce niveau-là, tu lui mets un autre gardien dans les pattes potentiellement pour lui prendre sa place. Donc ça, en fait, c'est directement dû à son contrat. Hein. C'est juste ça, parce qu'il lui reste un an de contrat, que le PSG ne veut pas revivre des situations comme Mbappé la dernière fois, que donc ils sont en renégociation avec lui pour son contrat, et que en fait ça prend pas parce que Donnarumma, il est sur l'ancienne grille de salaire. Et donc, lui, il est autour des 12 millions. Il voudrait avoir,
je sais pas, potentiellement 15 millions, ce qui se défend, hein, c'est normal. C'est un des meilleurs gardiens du monde. 15 millions, je crois que c'est le salaire de Courtois au Real, par exemple. Donc voilà, ça pourrait tout à fait être entendable. Simplement, ouais, si tu fais monter Donnarumma à ce prix-là par rapport à toute la nouvelle grille que tu essayes de mettre en place, c'est un peu moins cohérent. Et puis, si tu fais venir Lucas Chevalier, lui, je sais pas, il tournerait autour des 4 millions potentiellement. Donc en fait, tu as un gardien en face qui va coûter 3 fois moins cher, qui a un niveau qui est quand même très très bon, qui est plus jeune, qui peut potentiellement encore plus progresser, qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1 par exemple. Donc voilà, Lucas Chevalier non plus, c'est pas le premier venu, hein. C'est quand même un très très bon gardien. Et potentiellement qui rentre un petit peu plus dans les idées de jeu de Luis Enrique, parce que il a un jeu mi-long notamment qui est plus intéressant que Donnarumma. Bon, honnêtement, c'est un choix un peu, je pense que c'est un choix très pragmatique, et où tu te dis que finalement, tu fais baisser le salaire de ton gardien numéro 1, tu as un niveau de jeu du gardien qui arrive qui n'est pas forcément si éloigné que de celui qui part. Celui qui part, tu peux aussi te dire que Donnarumma, là, il a atteint son prime, et que peut-être que c'était un peu la parenthèse enchantée, et que finalement, son vrai niveau, c'est celui de ces dernières saisons, et c'est pas celui de ces 6 derniers mois. Donc, ouais, c'est un vrai pari. Mais ça se défend. Ça se défend dans les deux sens, parce que c'est vrai que d'un point de vue moral, quand même, faire ça au gardien qui t'a fait gagner la Ligue des Champions, parce que clairement on peut le dire, hein, Donnarumma c'est un de ceux vraiment qui a fait gagner la Ligue des Champions au PSG, c'est costaud quand même. Et bon, aux dernières nouvelles, là vraiment ça va se faire, hein, parce que Lucas Chevalier il devrait signer d'après l'équipe au PSG. Donc s'il signe au PSG, il n'y a aucune raison que Donnarumma reste. Enfin vraiment, je vois pas une situation dans laquelle tu te retrouves encore une fois avec deux gardiens numéro 1 bis, là, ça n'a aucun sens. Le PSG a clairement pas envie de faire ça. Maintenant, du point de vue de Donnarumma, bon, c'est quand même un peu compliqué parce que tu as un an de salaire encore avec forcément un très très gros salaire. Cette saison, là, cet été, en tout cas, il n'y a pas de poste vraiment majeur dans un grand club européen qui se libère. La saison prochaine, par exemple, tu as Neuer qui va partir à la retraite, ou en tout cas qui va partir du Bayern, pardon. Donc là, tu aurais un gros poste intéressant. Tu pourrais avoir l'Inter avec Sommer qui va partir. Voilà, alors que cette saison, il a rien en fait. S'il part du PSG, je vois pas très bien quel gros club pourrait toujours trouver une place quelque part, mais c'est quand même moins évident. Donc faut voir. C'est une situation assez complexe et un peu bizarre. En tout cas, moi, dans ma tête, j'aurais fait partir Donnarumma avant de faire venir Chevalier. C'est-à-dire, tu peux pas faire prolonger Donnarumma. Bon, tu dis, bon, très bien, on trouve une porte de sortie, on fait signer Chevalier. Maintenant, je pense qu'ils se back-up justement parce que ils n'ont pas envie d'être dans une situation un peu dos au mur. Donc, ils prennent d'abord Chevalier et après, ils essayent de voir un peu ce qu'ils vont faire de Donnarumma. Mais c'est quand même un peu particulier comme situation, hein. Bon, au milieu de terrain, pour le moment, il n'y a pas d'annonce majeure d'arrivée qui a été faite. Maintenant, je les vois mal ne pas recruter parce que je trouve que sur le milieu de terrain, ça s'est vu un petit peu sur cette saison. Bon, tu avais ton milieu majeur, hein, Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Ça, c'était le milieu qui a été vraiment au-dessus de tout. Maintenant, derrière, bon, Zaïre Emery, quand même, il tirait un peu la langue pour vraiment monter un peu son niveau de jeu. Il y avait Lee Kangin, lui, qui était, je trouve, assez intéressant. C'est pas le même niveau, mais globalement, il a quand même rendu des services. Il arrive vraiment à rentrer un peu dans les idées de jeu d'Enrique. Donc, je trouve que c'était pas mal. Mais derrière, t'as pas grand-chose. Ce qui peut être intéressant, c'est Mayoulou, parce que Mayoulou, voilà, il a montré vraiment des bonnes choses sur la fin de saison. Tu sens qu'il est en train de monter en puissance, et Luis Enrique a vraiment envie de lui laisser une place pour la saison prochaine, pour qu'il puisse s'exprimer et qu'on puisse voir s'il peut pas progresser, quoi. Je pense que Zaïre Emery, vraiment l'idée c'est de le retaper, parce que bon, voilà, c'est quand même un joueur qui a eu un super niveau, bon, qui a commencé à 17 ans, donc forcément tu peux pas avoir une progression linéaire quand tu arrives à cet âge-là, parce que quand tu arrives avec un tel niveau que tu as déjà atteint l'équipe de France à cet âge-là, bon, il y a forcément un moment où ça ralentit un peu, mais c'est quand même un joueur qui a un super potentiel, donc moi je me fais pas trop de soucis là-dessus. Il va prendre un peu le temps et il va réussir à remonter un peu à un niveau satisfaisant. Donc potentiellement, la saison prochaine, il peut être plus intéressant que ce qu'il a fait sur la saison dernière. Donc là, ça serait assez intéressant. Tu aurais deux milieux qui pourraient venir dans la rotation. Et Lee Kangin, ouais, je trouve que en fait, tu as trois milieux qui sont OK pour remplacer ton milieu top tier, mais il faudrait peut-être quand même un milieu supplémentaire parce que en fait, Vitinha, son rôle de vraiment un peu plus ou moins sentinelle dans le milieu à 3, t'as personne pour le remplacer sur le banc, quoi. T'as vraiment personne d'un niveau, en tout cas, satisfaisant, quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point là-dessus sur le milieu. Je pense qu'il faut qu'il fasse venir un joueur qui puisse venir backer Vitinha, quoi. Et là, au rayon des rumeurs, bon, il y en a eu plusieurs, hein, mais pour moi, le plus intéressant vraiment qui est sorti comme nom,
c'est Carlos Baleba de Brighton. Je trouve que c'est vraiment le profil parfait parce que il y a du volume de jeu, il y a de l'intensité, voilà, en termes de pressing, vraiment, il pourra faire ce qu'il faut. Il y a une belle qualité balle au pied, hein, de toute façon, hein, voilà, c'est vraiment un très bon joueur qui a percé sur la Première Ligue la saison dernière. Et ouais, Carlos Baleba, pour moi, ce serait vraiment une bonne pioche. En plus, il a 21 ans, il rentre parfaitement un peu dans cette idée d'avoir des jeunes derrière que tu fais monter contre des très très hauts potentiels. Lui, je trouve que ça serait vraiment la bonne idée. Maintenant, le PSG voudrait en mettre 60 millions, je crois. Brighton, je crois qu'ils sont très très gourmands, ils en demandent 120, je crois. Donc on n'y est pas encore, mais je trouve que c'est vraiment le bon profil. Justement, si Baleba se fait pas, il y a toujours André Santos et Angelo Stiller qui sont vraiment des cibles apparemment qui sont bien suivies par le PSG. C'est aussi des super joueurs, hein. Franchement ça matcherait parfaitement, c'est complètement la même idée que Baleba. Donc voilà, si Baleba est trop cher et que Brighton ne veut pas faire un peu de concession là-dessus, il y a quand même des très très bonnes options qui sont explorées, donc ça peut être très intéressant. Et après en attaque, franchement, t'as pas grand-chose à faire parce que t'as déjà fait Kvara sur la dernière fenêtre de Mercato. Donc en fait, tu as déjà une attaque qui est très intéressante. Côté gauche, bon, Barcola, Kvara, ça tourne très très bien. Au centre, Dembélé et Ramos, c'est là où finalement ça coince un peu parce que Dembélé c'est top en numéro 9, même si à la base c'était pas son poste numéro 1, mais vraiment il s'est révélé à ce poste-là. Et Gonzalo Ramos derrière, alors en tant que remplaçant, franchement, il a des stats incroyables, hein, je trouve. Si tu regardes ses stats sur la saison, je sais plus exactement, plus de 20 buts, etc. Mais pour un joueur qui était remplaçant, franchement, c'est un super attaquant. Maintenant, il n'est pas exactement dans le système de jeu que Luis Enrique veut. C'est pas exactement le numéro 9 qu'il recherche. Et le marché des neufs, c'est quand même assez complexe. Je sais pas si Gonzalo Ramos veut vraiment faire encore une saison comme ça. Parce que, voilà, on en a parlé, mais tu as quand même la Coupe du Monde 2026 qui arrive derrière. Lui, il va vouloir avoir du temps de jeu. Il n'a pas envie de rater ça, je pense. Donc c'est à voir. Mais en tout cas, en tant que remplaçant, c'est sûr qu'avoir un joueur comme Ramos, c'est assez intéressant. Maintenant, c'est un super bon joueur, mais qui ne rentre pas tout à fait dans le plan de jeu de Luis Enrique. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Pour le moment, il n'y a pas d'annonce là-dessus, ça ne devrait pas bouger dans l'immédiat. Si Ramos part pas, clairement, il n'y a aucune raison qu'il y ait un autre neuf qui arrive. Maintenant, peut-être que si effectivement il part, là, il y aura des nouvelles options qui seront cherchées. Pour le moment, c'est stand-by, on ne bouge pas là-dessus, je pense. Et puis après, il y a le côté droit, il y a Désiré Doué. Derrière lui, en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc là, l'idée pour moi, ça serait de recruter. Et là, il y a un nom qui revient tout le temps depuis plusieurs mois maintenant, c'est Akliouche, hein, du côté de Monaco. Je pense que Akliouche, il veut vraiment venir au PSG. Le PSG a vraiment envie de le faire. C'est un joueur qui est quand même super intéressant. Akliouche, quand tu le regardes en Ligue 1, enfin, la saison qu'il a fait, même en Ligue des Champions, etc., c'est un super joueur, hein. C'est une qualité technique qui est vraiment, vraiment intéressante. C'est un joueur qui a un potentiel de fou. C'est milieu offensif, mais qui peut jouer aussi sur les côtés, qui peut se désaxer. Enfin, il y a plein d'options possibles. C'est un joueur qui tactiquement est très très intelligent. Donc je pense que Luis Enrique, il adorerait avoir un profil comme ça, que tu peux un peu façonner à ta manière et qui peut rentrer facilement dans ton plan de jeu. Moi, à Clio, je pense que ça serait vraiment super intéressant. Tu pourrais le faire descendre potentiellement un peu dans le milieu si tu as vraiment besoin en fonction des situations. Et puis surtout, tu pourrais le faire venir un peu en remplacement de Désiré Doué, ou alors à la place de Désiré Doué carrément, hein, en fonction des moments. Ouais, ce serait vraiment une très très bonne idée de le faire. Bon, maintenant à Clio, je sais pas encore tout à fait fait. Je crois que Monaco en demandait 70 millions, ils sont quand même assez gourmands. Le PSG voulait en mettre 45 parce que c'est aussi la valeur du joueur, hein, donc c'est normal. Donc c'est à voir. Si Akliouche ne se fait pas, tu as quand même des options qui sont explorées, notamment Rodrigo Mora, qui est pareil, un profil milieu offensif qui peut aussi se désaxer, notamment sur le côté droit. Donc à voir, mais en tout cas, c'est des profils qui sont très intéressants, je trouve, pour rentrer vraiment dans la rotation. Toujours avoir cette idée d'avoir des jeunes derrière qui peuvent progresser et prendre potentiellement la relève dans quelques années, parce qu'en fait, là, tu as une équipe qui est super performante, mais qui est la plus jeune de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir gagné le trophée, hein, donc quand même. Tu es potentiellement sur une dynastie, en tout cas, c'est un peu l'idée, hein. Il va falloir que l'équipe soit très performante et gagne sur plusieurs années. Et si c'est le cas, au bout d'un moment, tu vas avoir quelques joueurs qui vont partir dans 3-4 ans, et donc les joueurs que tu auras fait progresser derrière pourront prendre la relève. C'est un peu l'idée qu'il faut construire là sur ce mercato. Bon, au final, avec tout ça, si on prend la line-up pour la saison prochaine, si tu arrives à faire un peu les joueurs dont on a parlé, tu aurais résolu ton problème de profondeur de banc et tu aurais des remplaçants qui seraient potentiellement à un niveau suffisant pour rentrer dans la rotation et avoir leur rôle à jouer sur la saison prochaine. Donc bon, au poste de gardien, tu aurais Chevalier. Là-dessus, toujours Safonov qui resterait en numéro 2. Voilà, tu as juste un switch avec Donnarumma qui est quand même le move, je trouve, le plus what the fuck de l'été. Et en même temps, tu as aussi des raisons, donc ça s'explique. Mais
c'est quand même un move assez particulier, je trouve. Sur la défense, bon, Marquinhos Pacho, c'est vraiment la charnière sur laquelle tu vas compter, sur laquelle tu bouges pas, mais c'est derrière vraiment que tu es en train de construire, avec Zabarni qui vraiment va avoir un rôle à jouer dans la rotation la saison prochaine, mais surtout, c'est le joueur sur lequel tu veux compter sur les saisons d'après. Et derrière Pacho, bon, c'est pas encore fait, mais ouais, moi, je pensais à un Youssouf Aksisek qui, pour moi, est le bon profil. En tout cas, si tu fais pas lui, il faut que tu fasses un profil un peu comme ça, un jeune, qui a un gros potentiel, un peu à la Beraldo en fait, sauf que cette fois, faut pas se rater, quoi. C'est ça en gros. Sur les latéraux, du coup, ce que Luis Enrique a dit, il n'y aura pas de nouvelles recrues qui sera prise, donc tu vas compter aussi sur ta profondeur de banc actuelle pour avoir tes remplaçants. Du côté de Nuno Mendes, ça sera Lucas Hernandez. A priori, il n'y a que lui comme joueur. C'est un peu ce qu'on a dit, un très gros salaire, donc bon, pourquoi pas le faire sortir quand même, mais c'est quand même un joueur avec une certaine expérience qui potentiellement peut reprendre un bon niveau après sa rupture des ligaments croisés. Là, ça fait quelques temps, donc normalement, avec une bonne prépa, il devrait prendre un peu de niveau. Ça peut être intéressant comme remplaçant. Et puis de l'autre côté, à la place d'Hakimi, tu aurais encore le duo Joao Neves et Zaïre Emery qui ferait un peu des remplacements. Moi, je trouve que là, pour le coup, c'est un peu le côté sur lequel j'ai un peu des frayeurs, notamment au moment de la CAN, quand Hakimi va partir. Parce que, bon, c'est quand même des super joueurs, mais c'est pas des latéraux droits de métier. Donc, si jamais tu as des matchs vraiment importants en Ligue des Champions à faire, je trouve que c'est un peu plus risqué. Au milieu de terrain, ça serait vraiment statu quo, et c'est vraiment cette idée de remplaçant de Vitinha qu'il faut absolument trouver pour moi. Et donc, là, tu aurais soit Baleba, soit André Santos, soit Angelo Stiller, qui seraient pour moi les profils vraiment idéaux à mettre en place derrière Vitinha pour potentiellement les faire monter aussi pour les prochaines années. Faut les faire progresser. Mais c'est vraiment des profils qui vont être super intéressants avec des bons volumes de jeu, forcément bonne qualité balle au pied, et puis un jeu avec un pressing qui est super intéressant. Donc ouais, pour moi, ça c'est les profils qu'il faut absolument faire. En tout cas, au milieu, c'est vraiment le profil qui manque, je trouve. Et après, en attaque, pareil, tu fais une petite retouche, mais toujours cette idée de on change pas une équipe qui gagne. Et la retouche, quand même, c'est une sacrée retouche, parce que si tu fais venir Akliouche pour compléter un peu les 5 autres là, qui sont sur le devant de l'attaque, sur le côté gauche, Gvara Barcola, bon, c'est canon, il n'y a rien à dire. À l'avant, Dembélé, Gonzalo Ramos, bon, il y a un petit doute sur Gonzalo Ramos par rapport à le fait qu'il ne rentre pas tout à fait dans le système de jeu et que ça ne soit pas tout à fait le numéro 9 recherché, mais quand même, c'est un super attaquant. Et puis, de l'autre côté, Désiré Doué à Kliouche, et même à Kliouche, qui est aussi une parfaite solution pour aller dans le milieu si besoin. Désiré Doué aussi, il est très... En fait, tu as quand même plein de joueurs qui sont très polyvalents, donc de toute façon, c'est super intéressant. Mais si tu fais venir à Kliouche ou Rodrigo Mora, c'est des profils qui seraient parfaits vraiment pour compléter un peu cette profondeur de banc, et là, vraiment avoir une solution supplémentaire, parce qu'on l'a vu sur la fin de saison, en attaque, bon, de toute façon, en Ligue des Champions, etc., le seul joueur que tu faisais rentrer, c'était Barcola quasiment. Et puis en attaque, c'est la seule option supplémentaire, quoi, parce que Gonzalo Ramos, tu le faisais rentrer quand il y avait 3 ou 4-0, ou alors tu le faisais rentrer vraiment à la fin parce qu'il te restait des remplacements, mais c'était pas une solution tactique parce que tu avais un problème à résoudre, etc., tu le faisais rentrer. Alors que Barcola, c'était vraiment un choix tactique, titulaire ou pas, etc., en fonction. Donc là, avec Akliouche, ça serait la même chose si tu le faisais venir. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de le voir au PSG, je trouve que c'est vraiment la bonne prise. Et surtout, il arrive dans un moment où voilà, c'est un PSG qui laisse la place aux jeunes, en tout cas aux jeunes très talentueux évidemment, mais qui laisse quand même la place aux jeunes. Donc voilà, s'ils font ce mercato-là, je trouve qu'ils auront vraiment répondu un peu à leurs besoins, c'est-à-dire renforcer un peu les postes sur lesquels il y avait une légère défaillance au niveau du banc, au niveau de la profondeur, et leur permettre de faire souffler un peu les titulaires, parce que voilà, le 11, il a été dégagé sur la saison précédente, et globalement, ça va être la même sur la saison d'après. Donc là, il faut construire un peu les joueurs qui vont pouvoir soutenir et appuyer les joueurs titulaires sur toute la saison. Donc voilà, on va voir, mais en tout cas, je trouve que c'est un mercato un peu inédit pour le PSG cette année. C'est vraiment voilà, ne pas changer une équipe qui gagne, et en même temps réussir à faire des bons coups pour perfectionner un peu ton équipe, pour garder cet avantage et cette avance que tu as pu avoir sur les autres clubs européens la saison dernière. Mais a priori, tous ces changements, tu verras vraiment leurs conséquences que à la mi-saison, quand vraiment les matchs vont commencer à s'étirer un peu, que tu vas avoir les organismes qui vont se fatiguer un peu, et que du coup la rotation va se faire un peu plus intense, et que tu vas pouvoir vraiment voir un peu la profondeur de banc de l'équipe. Donc c'est pas sûr qu'on puisse vraiment voir les conséquences sur la première partie de la saison et définir si oui ou non c'est un mercato réussi. Écoutez les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire un peu ce que vous pensez de tout ça, comment vous voyez le mercato du PSG, si vous pensez qu'il y aurait d'autres besoins vraiment très importants sur certains postes. Moi, je pense à Hakimi, vraiment, c'est un peu léger de ne pas prendre de recrue derrière lui, mais on verra. Et puis sinon, écoutez les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis portez-vous bien. Allez, ciao!